Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous choisir à l'heure du journal Magazine pluriel. Au sommaire, amélioration des conditions de vie des populations pauvres du Togo. Un constat fait à l'issue de la mise en œuvre du projet de filets sociaux et services de base. Perdre son enfant est une expérience douloureuse. Nous devons prendre des précautions pour les protéger. Quelques conseils à suivre aujourd'hui à l'occasion de la journée des enfants disparus. Et vous êtes un élève, vous vous préparez certainement pour les examens de fin d'année. Comment se prendre pour mieux affronter les épreuves et s'assurer d'une bonne réussite? L'invitée du magazine pluriel, Madame Alognon Kayi Yafide, directrice de l'enseignement secondaire technique, vous répond dans un instant. Le Burkina Faso fait le bilan de sa transition depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Les assises nationales démarrent aujourd'hui. Autre rendez-vous du magazine pluriel, les sports et la revue de presse. Et nous commençons d'abord par cette activité à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé a reçu en audience jeudi Madame Laure de la Rodière, présidente de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ARCEP de la République française. Madame Laure de la Rodière est à Lomé dans le cadre de l'atelier des réseaux francophones de régulation des télécommunications Fratel. Elle a discuté avec la chef du gouvernement des enjeux des réseaux de télécommunications lors de la Rodière à sa sortie d'audience. La compréhension de Madame le Premier ministre de ces enjeux et la volonté en fait de moderniser le Togo en mettant en œuvre de façon très rationnelle ces sujets du numérique au bénéfice des entreprises et des citoyens togolais. On mesure la qualité de service sur le terrain, on mesure les accès, la couverture des réseaux mobiles et on restitue ces informations à la fois aux opérateurs bien sûr, mais plus important au public pour que ceux-ci puissent comparer les offres, comparer en fait la qualité de service d'un réseau mobile l'un par rapport à l'autre. Et l'ARCEP Togo a fait la même chose et en 2 ans, il y a eu de remarquables progrès en matière de qualité de service sur le réseau de télécommunications. Et nous vous l'annoncions en titre, résultats encourageants de la mise en œuvre du projet de filets sociaux et services de base. Les populations pauvres ont vu leurs conditions de vie améliorées. Un constat fait lors de la rencontre de clôture du financement de la Banque mondiale sur ce projet hier à Lomé. C'est une initiative de l'Agence nationale de développement ANADEV. Compte rendu Florent Abi. Financé en grande partie par la Banque mondiale à hauteur de 28,26 milliards de francs CFA, le projet de filets sociaux et services de base a permis de venir au secours des populations vulnérables. Plusieurs axes ont été réalisés avec ce financement, comme le précise Raphaëla Carlène, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo. Le projet a permis de réaliser 200 infrastructures socio-économiques de base. Il a également permis à 13 000 élèves de l'enseignement primaire de bénéficier de salles de classe réhabilitées ou nouvellement construites. Il a fourni 15 millions de repas chauds à plus de 50 000 écoliers. Il a également fourni un accès à des sources d'eau améliorées pour plus de 55 000 personnes. Il a permis à presque 105 000 ménages de bénéficier des filets sociaux, notamment les transferts monétaires. L'Agence française de développement AFD a également sa part de contribution dans ce projet depuis 2022. Cette part est estimée à 6,56 milliards de francs CFA. Pour Zulika Boabdallah, directrice de l'AFD, le résultat de ce projet est le fruit d'un travail d'équipe.
Directrice générale de l'ANADEB et ses équipes, les équipes du ministère en charge de la transition numérique, l'agence Togo Digital, l'ANID, bien sûr, l'agence nationale de la statistique, des études économiques et démographiques, puisque vraiment la clé du succès, la force du dispositif public pour atteindre des résultats, c'est d'apprendre à travailler ensemble et de mettre en place des procédures efficaces. Donc, ce projet a été d'une réussite totale selon la directrice de l'ANADEB, Katanga Mazalo. Ce projet qui a été lancé en 2018 par son Excellence Monsieur le Président de la République a connu des étapes, c'est-à-dire une première phase que nous appelons aujourd'hui le projet parent et puis la deuxième phase qui est la phase du financement additionnel. Le financement additionnel est arrivé avec la Covid et qui a un peu bousculé nos indicateurs et donc le gouvernement avec la Banque mondiale s'était engagé pour renforcer encore l'accompagnement. Aujourd'hui, on peut dire avec beaucoup de joie que les objectifs pour lesquels le projet FSB avait été initié, on peut s'applaudir, on a tout réalisé. La ministre en charge du développement à la base, Myriam Dossou d'Almeida, souligne que ce projet a changé considérablement des vies. Elle invite les bénéficiaires à préserver les acquis. Les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui ne sont que quelques exemples des changements positifs que le projet FSB a apportés dans nos communautés. Je fais un appel à tous les bénéficiaires afin qu'ils tirent le meilleur parti des infrastructures et des transferts monétaires reçus et qu'ils adhèrent pleinement à l'accompagnement offert pour sortir de la précarité. Le projet de filets sociaux et services de base est financé à un coût global de 39,32 milliards de francs CFA, dont 4,5 milliards par l'État togolais. Merci à vous, Florent Abi. Comment rendre pratique et mieux exploiter les résultats des recherches universitaires? La question a réuni hier à Lomé les chercheurs du Togo, tous les acteurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Plusieurs panels ont marqué cette troisième table ronde. Hervé Sigboun. Le premier panel a porté sur l'état des lieux de la recherche au Togo. L'autre panel a concerné la valorisation des résultats des recherches dans le pays. Tchapali, professeur titulaire de linguistique descriptive, précise le contenu de la réunion. Un autre panel où des entrepreneurs vont essayer de nous parler de leur expérience, comment ils ont commencé et quelles difficultés ils ont rencontrées et comment ça se passe, comment on peut créer son entreprise, quelles sont les différentes étapes, mais quels sont aussi les obstacles auxquels on peut faire face et comment s'en tirer. Auparavant, beaucoup de résultats des recherches étaient rangés dans les tiroirs. Dorénavant, ces résultats doivent être exploités pour le développement du Togo. Le professeur Tchapali explique. Former les gens à savoir comment on peut partir des résultats d'une recherche quelconque pour innover, pour créer de l'argent, c'est aussi une façon de dire aux gens, moi je peux faire la recherche, mais c'est pas à moi par exemple d'utiliser ma recherche pour créer une voiture, pour créer une moto, pour créer une entreprise. Quelqu'un d'autre peut trouver dans les résultats de ma recherche quelque chose qui l'intéresse, qui l'amène lui à innover, à inventer par exemple. Cette troisième table ronde, tout comme les autres, est marquée par la remise de diplômes aux participants formés. Parmi eux, Dr Tchonda Mazamaï sort en psychologie. Cette formation vient à point nommé. J'ai soutenu sur un thème qui porte sur l'orientation et l'entrepreneuriat au Togo et je pense qu'on doit mettre ça en application dans la formation des enseignants. Quelle technique ou bien quelle stratégie mettre en œuvre pour réussir son entrepreneuriat? Les recherches à l'université de Lomé et de Kara concernent tous les domaines de la vie. Autre sujet, Lomé, la capitale togolaise, s'est réveillée ce matin sous une pluie battante. On parle d'inondations dans certains quartiers. C'est le cas au quartier d'Agoué de Lyon avec le débordement de la retenue d'eau. Même constat au bas-fond au carrefour Bojona, à Agbalépedo et à Dido Gomé. Au quartier Clémé d'Étité, certains habitants ont dû quitter leur maison envahies par les eaux. Avez-vous une fois vécu cette expérience, perdre son enfant, peut-être lors d'une course en ville? C'est une expérience douloureuse qu'on ne souhaite à personne. Cependant, vous devez garder l'espoir de le retrouver un jour. Ensemble pour l'espoir, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale des enfants disparus observée ce 25 mai. Il invite à la sensibilisation, à la solidarité et à l'action collective envers les enfants disparus et leurs familles. Les
stratégies et les préoccupations à prendre pour protéger les enfants. C'est dans ce magazine de Geneviève Bouillon. Aujourd'hui, le phénomène d'enlèvement d'enfants ou la disparition d'enfants prend de l'ampleur. Et cette situation affecte de nombreux parents et inquiète les décideurs de nombreux pays. Qui appelle-t-on enfant disparu? Alphonse Akako, sociologue, consultant en droit des enfants. Un enfant disparu ou des enfants disparus, c'est des enfants qui fuient ou qui ont fait l'objet d'enlèvement des parents, ou encore qui ont été enlevés par des tiers. Selon les spécialistes de la question, des stratégies de prévention existent. Quand par exemple deux parents ne sont pas ensemble et que l'autre menace celui qui a la garde de l'enfant qu'il va l'enlever, ou il faut savoir que c'est un facteur dont il faut tenir compte s'il faut signaler à la police ou carrément mettre les garde-fous. Ne pas laisser l'enfant seul s'aventurer quelque part, alerter son entourage, les gens avec qui il marche souvent. Il y a aussi le comportement violent ou hostile envers l'autre parent qui a la garde ou envers la famille. Il est important que nous éduquons les enfants. Nous leur disons que quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, faut pas s'arrêter. Quand un inconnu vous offre un certain nombre de cadeaux, bonbons, biscuits, jus, faut pas prendre. Il y a aussi des mineurs qui sont non accompagnés, qui sont séparés de leurs parents par une catastrophe naturelle ou par la guerre, ou des enfants qui quittent eux-mêmes, ou bien qui sont dans un processus de voyage avec leurs parents et qu'un incident survient. Aucune solution miracle n'existe pour prévenir une disparition d'enfants. Cependant, des précautions sont à prendre pour protéger des enfants ou en cas d'une éventuelle disparition. Quand un enfant disparaît, il faut d'abord commencer par le rechercher auprès de ses amis, auprès des siens, auprès des membres de sa famille, auprès de ses voisins et dans les lieux où il a l'habitude de fréquenter. Il faut aussi penser à vérifier ses papiers d'identité, son vêtement, l'argent, pour savoir si cela pourrait aussi s'agir d'une fuite. Si l'enfant n'est pas trouvé, il est important de contacter les services de police et de gendarmerie proches de la maison. En allant, il ne faut pas oublier d'apporter sa photo afin qu'elle puisse être diffusée auprès de la population. Il y a des alertes qui existent pour enfants, pour enlèvement. Donc, si vous êtes dans un pays où ce système existe, il ne faut pas hésiter à déclencher ces alertes-là. Les réseaux sociaux existent aujourd'hui. Vous pouvez également utiliser ces informations sur les réseaux sociaux. Santé à présent, et nous parlons d'un organe en forme de papillon situé à la base du cou. C'est la thyroïde. Son rôle principal est la fabrication d'hormones. Ces dernières participent à la croissance et au développement mental. Ce 25 mai est retenu pour sensibiliser le public sur les mesures à adopter en cas de troubles liés à cet organe. Hortense Joie. Les hormones thyroïdiennes agissent sur le métabolisme de base de l'organisme en l'accélérant. Elles participent à la régulation de la température corporelle, du poids, de la force musculaire, de la croissance, du système reproducteur ainsi que des fonctions cardiaques, cérébrales et rénales. Un dysfonctionnement de la glande thyroïdienne peut donc donner lieu à un dérèglement hormonal important, touchant ainsi l'ensemble du corps. On estime que 200 millions de personnes dans le monde souffrent d'une forme de maladie thyroïdienne. C'est pourquoi il est important d'y porter une attention particulière. Il existe en effet plusieurs types de troubles de la thyroïde, notamment l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Le premier se caractérise par une surproduction d'hormones thyroïdiennes et le second, une sous-production de ces hormones. À cela s'ajoute le goitre, cette augmentation de volume de la thyroïde, le plus souvent causée par un manque d'iode. La fatigue, le stress, le manque de sommeil, la dépression, la prise de poids, les troubles digestifs sont autant de symptômes de ces maladies. En ce qui concerne le traitement, l'hyperthyroïdie est prise en charge par un spécialiste en endocrinologie.
À l'étranger, au Burkina Faso, les assises nationales devront décider de la suite de la transition débutent aujourd'hui. Les représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays sont appelés à faire le bilan de la transition depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Les participants vont décider de la suite du processus qui prend fin le 1er juillet prochain. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tension. Angèle Hontondi. Effectivement, les plus importantes coalitions de partis politiques posent des conditions avant de prendre part aux travaux, comme à se réunir en comité politique pour désigner des délégués alors que les activités des partis sont interdites par la junte au pouvoir, comme à répondre dans un délai de 24 heures à l'invitation des organisateurs alors que l'invitation est arrivée seulement 24 heures avant la clôture des inscriptions. Quels seront les sujets abordés, les thèmes de référence? Ce sont les questions que se posent les partis politiques ou les organisations de la société civile. Les syndicats et plusieurs organisations de la société civile affirment aussi ne pas vouloir aller non plus à ces assises. Seules les autorités religieuses et coutumières devraient être présentes. C'est sous leur autorité morale qu'avait été signée la charte de la transition entre le colonel Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré en 2022. Une charte qui spécifiait que l'actuel président de la transition devait rendre le pouvoir en juillet prochain. Merci à vous, Angèle Hontondi. Le Kenya est désigné comme allié majeur des États-Unis. 18 autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui confère aux pays qui en bénéficient des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. En Afrique, après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya deviendrait le premier pays d'Afrique subsaharienne à l'obtenir. La tension reste vive en Nouvelle-Calédonie. Les émeutes ont déjà fait 7 morts, alors que la mission de rétablir l'ordre dans les jours à venir, fixée par Emmanuel Macron, se révèle difficile. L'évacuation de touristes français a commencé. Les opposants à la réforme électorale qui a provoqué les troubles à partir du 13 mai dernier restent, eux, déterminés à obtenir son retrait définitif. La plus grande élection du monde, avec près de 2 milliards d'électeurs appelés aux urnes, touche à sa fin avec une étape cruciale et nous sommes en Inde. La 6e et avant-dernière phase se tient aujourd'hui notamment à New Delhi sous une chaleur caniculaire. Dans la capitale, les rivaux du Premier ministre Narendra Modi accusent son gouvernement d'avoir instrumentalisé la justice pour les neutraliser. Ce marathon démocratique entamé le 19 avril dernier doit prendre fin le 1er juin prochain. Et puis en Israël, l'Israël ne semble pas vouloir obtempérer après la décision de la Cour internationale de justice qui lui a ordonné hier de stopper immédiatement son offensive à Rafah. Ce matin, l'armée israélienne a bombardé déjà Rafah. Israël indique cependant son intention de se conformer aux directives de la Cour internationale de la haie en permettant le passage d'aide humanitaire, notamment par le terminal de Rafah. Et Israël veut également prendre les précautions possibles pour minimiser les dommages à la population civile. Le compte à rebours a commencé pour les candidats aux divers examens nationaux. Le baccalauréat première partie Bac 1 débute mardi prochain, suivant après le BPC, le CP et le Bac 2. Pour l'heure, chaque candidat multiplie les séances de révision, histoire d'être parmi les admis. Comment les candidats doivent-ils se préparer pour ces examens? Pour en parler, Azonko Sename reçoit Madame Alognon Kayi, affidée, directrice de l'enseignement secondaire technique. Elle est l'invitée du magazine Pluriel. Madame la directrice, lentement mais sûrement, les examens nationaux sont à nos portes. Quel sentiment vous anime à l'orée des épreuves écrites? Nous sommes animés par 2 sentiments. D'abord, un sentiment de satisfaction. Satisfaction par rapport au bon déroulement de l'année scolaire. Le calendrier établi a été respecté. Les activités dans l'ensemble se sont bien déroulées. Tous les acteurs ont été là assidus et c'est vraiment une satisfaction. Satisfaction également parce que nous sommes dans l'enseignement technique.
Et donc, nos examens ont déjà démarré avec les anticipés. Qu'est-ce qui se fait au niveau des anticipés? Ce sont les épreuves professionnelles pratiques. Et donc, ces épreuves également se sont bien déroulées. Le second sentiment, c'est la détermination. Détermination en vue de traverser ces périodes d'examen dans la plus grande sérénité. Et nous sommes convaincus que grâce à l'engagement de tous les acteurs, les organisateurs d'examens, nos résultats qui vont sortir seront une grande satisfaction pour le bonheur de tout le monde. Parlant de ces examens, le bac 1 débute ce 28 mai. Dites-nous, Madame la directrice, comment les candidats doivent-ils se prendre à la veille de l'écrit? Effectivement, la phase écrite du bac 1 va démarrer le 28 mai et aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique. Il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Mais ce qui est essentiel, c'est que les candidats, au cours de cette dernière période, doivent apprendre à se détendre et à se reposer. Ils doivent surtout éviter le surménage. Aujourd'hui, ce qu'il leur faut, c'est de bien s'organiser. On n'apprend pas à la veille des examens, on révise. Et comment réviser? C'est de prendre les anciennes épreuves, essayer de traiter et de voir à quel niveau on a les difficultés. On retourne alors au cahier pour voir comment dénouer ces difficultés-là. Donc, il leur faut une petite programmation, faire les exercices, en tenant même compte également du calendrier de déroulement de ces examens-là. Ensuite, ils doivent apprendre à prendre soin d'eux. C'est extrêmement important. On pense que c'est le moment de veiller, c'est le moment de prendre du café. Ce surménage ne les entraîne pas loin. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup, on démarre les examens et puis ils font de petites crises et autres. Donc, ils doivent beaucoup dormir, avoir une alimentation saine. C'est extrêmement important. Et se distraire pour se déstresser. Se distraire ne veut pas dire qu'il faut s'éparpiller en quelque sorte, mais on peut se distraire en restant canalisé, focalisé sur l'examen. Ça permet de détendre un peu les émotions, de détendre les nerfs pour pouvoir être plus confiant par rapport donc à ces examens qui arrivent. Au-delà de ces mesures proposées, nous savons que c'est mardi le 28, ça démarre. Lundi, par exemple, la veille, qu'est-ce que le candidat doit faire? Quelle activité il doit mener avant d'aller au centre d'écrit? C'est d'abord se reposer. On ne nourrit pas la poule la veille du marché. Donc, vous avez tout appris. Détendez-vous, reposez-vous surtout. Voilà le message que moi j'ai à dire à ces candidats-là. Se reposer, mais également préparer l'examen. Il y a une préparation psychologique à faire au cours de ce moment, au cours de la veille de l'examen. Il y a une préparation matérielle également à faire. Si vous n'avez pas encore visité votre centre d'écrit, la veille au moins, il faut aller voir sur la liste dans quelle salle vous êtes. Il faut aller regarder la salle, regarder son numéro de table pour être sûr. Ce n'est pas, on voit des candidats qui arrivent le jour de l'examen et en ce moment, ils commencent par chercher. Ou parfois, certains disent, ah, j'ai un camarade qui a dit que je devais être dans cette salle. On doit connaître son centre, on doit connaître la salle, surtout si c'est la première fois que vous allez dans ce centre-là pour découvrir un peu les dispositions au niveau donc du centre d'écrit avant d'aller. Maintenant, il faut se préparer également en faisant quoi? En rangeant tout ce dont on aura besoin le jour-là dans le sac. On risque d'oublier, par exemple, la carte scolaire si on se dit que c'est le matin qu'on va chercher. On risque d'oublier un crayon, une règle, etc. Donc, c'est important. La veille, votre sac que vous allez prendre le lendemain, le jour-là, votre sac-là doit être déjà bien apprêté. Et vous connaissez la salle et autres. Et si vous devez réviser, c'est réviser pour quelques heures, mais ce n'est plus rester devant le cahier durant toute une nuit pour aller composer le lendemain. Ce n'est pas très conseillé. Et toujours dans la même lignée, Madame la directrice, une fois arrivé au centre d'écrit, quel doit être ce comportement à adopter par le candidat avant d'entrer dans la salle d'écrit? Les candidats, lorsqu'ils arrivent au centre, ils doivent d'abord être confiants. Ils doivent être sereins. Si ce que j'ai dit précédemment est respecté, c'est-à-dire vous avez à la veille déjà fait le tour dans le centre pour connaître votre salle et tout, c'est le moment de se diriger directement devant la salle dans laquelle vous allez composer.
Vous pouvez saluer quelques amis, mais vous devez toujours rester vous-même concentré sur ce que vous avez à faire. Parfois, une fausse information peut vous dérouter. Donc, restez concentré sur vous-même. Vous vous dirigez vers votre salle d'écrit. Pour l'appel des candidats, vous vous présentez et vous faites le travail. Toujours est-il que l'essentiel, c'est de rester concentré et de ne pas s'éparpiller psychologiquement et physiquement le jour-là. Nous constatons également que certains candidats, après la consommation de certains aliments, commencent par vomir, voire tombent malades avant le début de la première épreuve. Quel message avez-vous à leur endroit? J'aimerais dire que ce n'est pas toujours l'alimentation qui leur fait faire ces effets-là, mais parfois c'est le stress et c'est la peur. Il y en a qui n'ont peut-être même pas mangé, ils ont tellement peur et devant les épreuves, c'est fini, ils font une petite crise, un petit malaise parce qu'ils manquent de confiance ou bien on regarde l'épreuve, on se dit « Ah, on a parfois un trou noir dans la tête, tout est déjà oublié et tout. » Alors ce que moi je veux dire, par rapport à l'alimentation, il faut qu'ils mangent sainement. Il ne faut pas manger trop lourd, mais il faut forcément manger. Si vous n'avez rien à manger, prenez une bouillie, prenez quelque chose de sucré pour pouvoir tenir, une petite bouillie pour tenir. Mais si vous avez à manger, il ne faut pas trop alourdir le ventre. Manger sainement, composé, mais c'est beaucoup plus, à mon avis, le stress et la fatigue. Le fait d'avoir veillé, on arrive là et le corps vous lâche. Mais quand ça arrive, les dispositions sont toujours prises dans tous les centres d'examen. Il y a toujours une infirmerie qui est là. Vous vous dirigez vers là. Il y a des infirmiers qui sont là, qui peuvent facilement, rapidement vous trouver des calmants qu'il faut pour vous permettre de continuer donc vos examens. Quel doit être maintenant le rôle des parents en ce moment? Les parents en période d'examen doivent jouer un rôle très important. En ce sens qu'ils doivent accompagner de mieux leurs enfants durant ces périodes-là. Mais comment accompagner les enfants? Ce n'est pas le moment de crier sur son enfant, ce n'est pas le moment de l'insulter ou bien de le comparer à un autre. Vous ne voyez pas comment l'autre apprend. Chacun a sa manière d'apprendre, chacun a sa stratégie, a ses méthodes pour apprendre. Il y en a qui peuvent travailler dans la journée, il y en a, vous les voyez veiller jusqu'au soir. Chaque enfant choisit sa méthode d'apprendre. Mais le parent, durant cette période, doit plutôt faire quoi? Il doit encourager, il doit motiver l'enfant et pour lui dire qu'il est capable de réussir. On dit souvent que la motivation est le moteur de la réussite. Une fois que vous motivez, une fois que vous faites comprendre à l'enfant que vous êtes derrière lui et que vous l'encouragez, alors vous allez voir que les enfants cherchent à donner au-delà de leur capacité juste pour faire plaisir aux parents. L'autre chose que le parent doit surtout éviter, c'est que lorsque l'enfant revient d'une épreuve de l'examen le soir, on peut lui demander comment ça s'est passé. Mais quand il dit j'ai raté, il faut pas commencer par « Oh, ce qu'on t'a fait la fois dernière parce que tu as refusé d'apprendre » parce que non, ce n'est pas le moment de critiquer ce qui est déjà fait, mais c'est d'encourager surtout pour ce qui va se faire. Et ils doivent veiller sur l'alimentation. Quand nous parlons d'alimentation, c'est à eux de veiller sur l'alimentation. Quand l'enfant dit « Non, je suis en retard, je ne veux pas manger », il faut quand même lui préparer quelque chose rapidement. Même en chemin, l'enfant peut manger. Les parents doivent également veiller à ce que les enfants se lèvent très tôt. On doit prévoir des imprévus. Donc, du coup, ils doivent aider les enfants. Le soutien émotionnel, là, est extrêmement important pour accompagner l'enfant au cours de cette période-là où parfois ils perdent confiance en eux, surtout lorsqu'ils ratent une épreuve. Nous sommes également en saison pluvieuse. Quelles sont les précautions à prendre au niveau des candidats pour ne pas être surpris? Moi, je dirais que ce n'est pas seulement pour les candidats. Supposons qu'ils vont à l'école et en saison pluvieuse. Alors, ils doivent toujours prendre les précautions. Les précautions ne diffèrent pas. C'est d'avoir un parapluie ou quelque chose pour se protéger, un raglan pour se protéger contre la pluie, mais également de porter des vêtements appropriés. Peut-être que vous avez une salle de classe tout au long de l'année qui est bien protégée, bien couverte et tout, avec des fenêtres qu'on peut fermer, mais ce n'est pas forcément les mêmes conditions dans la salle de composition d'examen. Il se pourrait que là, ce sont de très larges fenêtres où, avec la pluie, vous pouvez avoir un peu froid. Donc, il faut toujours avoir des vêtements appropriés pour se protéger et puis prendre de l'avance par rapport au temps qu'il faut pour aller dans le centre d'examen. Madame la directrice,
En résumé, que peut-on retenir en matière de la préparation à la veille des épreuves écrites et quel comportement adopter le jour J? Tout examen se prépare et à la veille de l'examen, il faut une préparation spirituelle, une préparation psychologique, une préparation matérielle. Et dans la préparation spirituelle, nous avons parlé de concentration. On ne va pas dire qu'il faut aller dans une église pour prier. Dieu n'est pas forcément dans une église. C'est d'abord à l'intérieur de toi, ce recueillement que tu vas faire par rapport à toi-même pour savoir que pour cet examen-là, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, c'est important. Et dans tout ça là, les parents doivent accompagner les candidats. Éviter la tricherie. Éviter de courir de gauche à droite. On a dit, on a fait ceci, on va faire ce. Non. Rester serein, concentré et le travail doit être personnel et individuel et tout cela sera forcément couronné de succès. Tout effort est toujours couronné de succès et même l'échec, c'est une forme de succès. Tout examen est régi par la police des examens. Le chef centre, le surveillant, le président de jury et tout. Il ne navigue pas à vue. Il ne travaille pas à vue. Il y a un test des règlements qu'il faut suivre. Donc, c'est la police des examens. Je demanderai à chacun de respecter cette police des examens afin que cet examen se déroule en toute sérénité. Madame Alonio Kaï Rafide, je rappelle que vous êtes directrice de l'enseignement secondaire technique. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci, monsieur. Et nous abordons les sports à présent. Football, dernier virage du championnat national D1 Lonato. Les différents clubs engagés mettent les bouchées doubles, soit pour se maintenir en D1 ou garder la tête du classement déjà dès cette 23e journée. Kilim Poyodi. Dimanche, les portuaires de l'AC Barracuda iront défier Asco dans son entre à Kara. Ce sera le leader contre le 5e à 16 longueurs derrière. Kakadle de Doufelgou reçoit à Sokodé Gomido de Kwalimé. Le club des Falaises de Défalé, 12e au classement, avec 25 points, voudrait assurer son maintien face à Gomido 3e, mais qui n'est pas du tout au mieux de sa forme avec sa débâcle face à Asco, 4-1 en demi-finale aller de la Coupe du Togo. Tambo reçoit l'autre finaliste de la Coupe du Togo, ASCK, 2e au classement. Espoir et Dito se croiseront au stade Dr Kaolo de Tchévier pendant que Unisport sera au sud-est pour y affronter Bolessou à Aného. Au Cameroun, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a suspendu les nominations des membres du staff des Lions indomptables décidées par Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Cette suspension provisoire concerne l'ensemble du staff, y compris le sélectionneur Marc Brice, récemment officialisé par la FIFA. La réaction de la FECAFOOT n'a pas tardé suite à cette décision de la CCA du Comité national olympique et sportif du Cameroun. La fédération a publié un communiqué annonçant la suspension du staff technique désigné par le ministère des Sports avec lequel elle est en conflit, ainsi que le sélectionneur Marc Brice. La conséquence immédiate de cette décision prise en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires est la suspension avec effet immédiat du staff des Lions indomptables avec à sa tête M. Marc Brice, entraîneur, sélectionneur, a déclaré la FECAFOOT tout en prenant acte du procès verbal de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Dernier virage de ce magazine pluriel, la revue de presse. Entre autres sujets, à la une des parutions, le retour du délestage et l'ouverture de l'Assemblée nationale aux nouveaux députés. Léontina Togima. Les nouveaux députés ont intégré l'hémicycle et c'est parti pour la session de droit, relève Ouara les vainqueurs. Le doyen d'âge, professeur Aimé Tchabouré-Gougué, du parti ADI a planté le décor, ajoute le dialogue, puisqu'il est le doyen d'âge franchirait la lanterne. Le libéral retient un aspect de l'allocution du doyen d'âge, celui de la recherche du consensus sur les sujets liés au développement du pays. Je cite, « Notre objectif ultime devrait être le développement de notre pays ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Je souhaite que dans cette salle, au lieu de dialogue, de concertation et de recherche de consensus, tous les actes que nous poserons, toutes les décisions que nous prendrons soient toujours motivés par cet objectif. » Fin de citation.
À cette première séance de travail de la nouvelle législature, la lanterne a remarqué des absences, celles des députés Dodi Apevon des FDR et Jean-Pierre Fabre de l'NC. Le changement abonde dans le même sens et donne la raison de cette absence de l'NC. Le parti de Jean-Pierre Fabre ne siégera pas. Encore la chaise vide, s'interroge Canal D. L'apparition se demande si le leader de l'NC aurait-il pris la température de ceux qui l'ont élu avant de prendre pareille décision. Elle attend la suite de ce boycott qui consiste entre autres en la saisine de la Cour constitutionnelle sur le refus de siéger par un parti dont le candidat a été proclamé gagnant d'un siège par la plus haute juridiction. Un nouveau parlement rime avec un nouvel exécutif. Ainsi, conformément au texte, la chef du gouvernement et son équipe ont démissionné, relaie Dunia Le Monde qui poursuit en indiquant que l'exécutif assure actuellement le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Concernant les élections régionales, c'est la même parution qui relate que la Cour suprême a confirmé le raz-de-marée du parti UNIR. Le parti s'en sort avec 137 conseillers régionaux sur les 179. De son côté, la lanterne est à la recherche de ce qui se passe avec le délestage. Le journal déplore que les factures d'électricité soient toujours en hausse malgré les coupures de courant à longueur de journée. La lanterne s'indigne contre le manque de communication autour de l'origine des délestages et plus encore sur ce calvaire de payer plus les frais d'électricité alors qu'on n'en a pas profité. Et puis les journaux parus ont également annoncé le décès de l'ancien ministre Kwasi Cloutier. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, point final à ce journal magazine pluriel. Le rappel des titres, amélioration des conditions de vie des populations pauvres du Togo, un constat fait à l'issue de la mise en œuvre du projet de filets sociaux et services de base. Perdre son enfant est une expérience douloureuse. Nous devons prendre des précautions pour les protéger. Dans ce journal magazine pluriel, vous avez eu quelques conseils. Et c'est dans le cadre de la journée des enfants disparus observée ce 25 mai. Et vous êtes un élève, vous vous préparez certainement pour les examens de fin d'année. Comment se prendre pour mieux affronter les épreuves et s'assurer une bonne réussite? L'invitée du magazine pluriel, Madame Alognon Kayi Afidé, directrice de l'enseignement secondaire technique, vous a répondu dans ce journal. Et le Burkina Faso fait le bilan de sa transition depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Les assises nationales démarrent aujourd'hui. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg